Bonjour. Bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous m'entendez. Parce qu'il y a beaucoup de vent, alors j'ai essayé de protéger au maximum le micro. Bonjour. Mais peut-être que je n'ai pas encore réussi. Alors, ici je suis devant une petite route, donc peut-être qu'il y aura quelques voitures à passer. Normalement, il y a vraiment très peu de passages ici. Nous verrons bien. Je reprends la lecture de Jane Eyre. Pour une courte lecture. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Ou alors de façon vraiment trop automatique. Allons-y, allons-y. Jane Eyre. Chapitre 20. Pardon. Je respire un instant. Chapitre 23. Un admirable été resplendissait en Angleterre. Notre pays, avec sa ceinture de vagues, est rarement favorisé, même pendant un jour entier, d'un ciel aussi pur, d'un soleil aussi radieux que ceux dont nous jouissions depuis longtemps. On eût dit que des journées nous arrivaient d'Italie, comme une bande d'éblouissants oiseaux de passage pour se poser et prendre un instant de repos sur les falaises d'Albion. Les foins étaient rentrés, les champs avoisinant Thornfield étaient verts et tondus, les routes blanches et durcies par le soleil. Les arbres étaient dans tout leur sombre éclat. Les haies, les bois de tons soutenus, couverts de feuilles, contrastaient à souhait avec la teinte dorée des prairies vides qui les séparaient. La veille de la Saint-Jean, Adèle, fatiguée d'avoir cueilli des fraises sauvages dans le chemin de haie pendant la moitié de la journée, s'était couchée en même temps que le soleil. Quand elle fut endormie, je la quittai pour aller au jardin. Entre toutes, cette heure était la plus agréable. Les flammes brûlantes du jour s'étaient apaisées. Une fraîche rosée tombait sur les plaines pantelantes et sur les sommets desséchés. La pourpre solennelle qui revêtait le ciel à l'endroit où le soleil venait de disparaître sans apparat, il n'avait pas son cortège de nuages, s'embrasait en un point au haut d'une colline, semblable à une fournaise dont les flammes avaient tout l'éclat du rubis, et s'étendait sur l'autre moitié du ciel, de l'horizon au zénith, en teinte de plus en plus dégradée. L'Orient, d'un admirable bleu foncé, avait aussi son charme avec son modeste joyau. Une étoile solitaire qui venait d'apparaître. Bientôt, la lune, encore au-dessous de l'horizon, allait ajouter à sa gloire par sa présence. Je me promenais pendant quelques instants sur la terrasse, mais une odeur subtile et familière, celle d'un cigare, m'arriva furtivement d'une fenêtre. Je vis celle de la bibliothèque s'entr'ouvrir de la largeur d'une main. Je me rendis compte que je pouvais être observée. Aussi m'éloignai-je pour me rendre dans le verger. Il n'y avait pas dans tout le parc de coin plus abrité, plus semblable à l'Éden. Il était plein d'arbres couverts de fleurs. Un mur très élevé le séparait de la cour, d'un côté. De l'autre, une avenue plantée de hêtres formait écran devant la pelouse. Au fond, il n'était séparé des champs solitaires que par un fossé, et l'allée bordée de lauriers qui y descendaient en serpentant se terminait par un gigantesque marronnier d'Inde entouré d'un banc à sa base. Là, on pouvait errer à l'abri des regards. La rosée tombait, douce comme le miel. Le silence était profond, l'obscurité grandissante. J'aurais passé ma vie dans cette ombreuse retraite. Mais en parcourant ces parterres de fleurs et de fruits dans le haut de l'enclos, où m'avait attiré la clarté de la lune naissante dont les rayons se répandaient en cet endroit plus dégagé, je suis arrêtée, non par un bruit, non par la vue de quelque chose,
mais une fois encore par une odeur révélatrice. L'églantier odorant, l'armoise, le jasmin, l'œillet et la rose ont depuis longtemps offert leur encens à l'office du soir. Ce nouvel arôme n'émane ni des arbustes ni des fleurs, c'est, je le connais bien, celui du cigare de Mr. Rochester. Je regarde autour de moi, j'écoute. Je vois des arbres chargés de fruits mûrissants. J'entends un rossignol qui chante dans un bois à près d'un demi-mille. Aucune forme mouvante n'est visible, nul bruit de pas perceptible. Pourtant, cette odeur devient plus pénétrante. Il faut fuir. Je me dirige vers la petite porte qui mène au bosquet. Je vois Mr. Rochester entrer. Je me retire dans la niche tapissée de lierre. Il ne va pas rester là longtemps, il s'en retournera bientôt là d'où il est venu. Si je m'assieds sans bouger, il ne me verra pas. Mais non, la soirée est aussi agréable pour lui que pour moi, ce vieux jardin aussi séduisant. Il continue à se promener, tantôt soulevant les branches d'un groseillier à maquereau pour regarder les fruits, gros comme des prunes, dont elles sont chargées, tantôt cueillant une cerise mûre sur le mur, tantôt se baissant sur une touffe de fleurs, soit pour en respirer le parfum, soit pour admirer les perles de rosée sur leurs pétales. Un grand papillon de nuit passe à côté de moi en bourdonnant. Il se pose sur une plante au pied de Mr. Rochester qui se penche pour l'examiner. Maintenant qu'il me tourne le dos, pensais-je, et que le voilà absorbé, peut-être pourrais-je m'esquiver sans être remarqué, si je vais doucement. Je me mis donc à marcher sur une bordure de gazon pour ne pas être trahi par le craquement du gravier. Je le vis là, debout, au milieu des parterres, à 1 ou 2 mètres de l'endroit où je devais passer. Le papillon paraissant retenir son attention, je crus pouvoir me retirer facilement. Au moment où je traversais son ombre allongée, que la lune encore basse dans le ciel profilait sur le sol du jardin, il dit d'un ton tranquille sans se retourner « Jane, venez donc voir ce citoyen. » Je n'avais fait aucun bruit. Il n'avait pas d'yeux derrière la tête. Son ombre était-elle sensible? Je tressaillis tout d'abord, puis je m'approchai de lui. « Regardez ses ailes, dit-il. Il me rappelle un peu un insecte des Antilles. On ne voit pas souvent en Angleterre un papillon de nuit de cette taille et avec de si brillantes couleurs. Là, le voilà envolé. » Le papillon reprit sa course vagabonde. Timidement, je me préparais également à me retirer, mais Mr. Rochester me suivit. En arrivant à la petite porte, il me dit « Revenons. Par une si belle nuit, ce serait pitié d'aller s'asseoir dans la maison. Qui donc désirerait aller dormir à l'heure où le soleil couchant rencontre la lune qui se lève ?» Bien que ma langue soit parfois assez prompte à la riposte, il y a des moments, c'est là un de mes défauts, où elle me trahit piteusement pour formuler une excuse, où cette défaillance se produit toujours, et cette défaillance se produit toujours dans une circonstance critique, alors qu'un mot adroit ou un prétexte plausible serait tout particulièrement requis pour me tirer d'un embarras pénible. Je n'aurais pas voulu me promener seule à cette heure avec Mr. Rochester, dans le verger plein d'ombre, mais je ne pus trouver aucune raison à lui donner pour le quitter. Je le suivis d'un pas traînant, l'esprit préoccupé de découvrir un moyen de m'échapper. Mais lui-même paraissait si calme, si grave aussi, que j'eus honte de ma confusion. Le mal, s'il existait, ou menaçait d'exister, n'était sensible que pour moi. Son esprit tranquille n'en avait pas conscience. Jane, continua-t-il, comme nous pénétrions dans l'allée bordée de lauriers et que nous descendions à pas lents dans la direction du fossé et du marronnier d'Inde. Sandfield est bien agréable en été, ne trouvez-vous pas? Oui, monsieur. Vous devez, dans une certaine mesure, vous être attaché à cette maison, vous qui savez voir les beautés de la nature et qui avez le don de vous identifier aux choses. Je m'y suis attachée, en effet. Et bien que je ne comprenne pas pourquoi, je vois que vous vous êtes prise aussi d'une certaine affection pour cette petite frivole d'Adèle et même pour la simpliste Mrs. Fairfax. Oui, monsieur, je les aime l'une et l'autre de façon différente. Et vous auriez du chagrin s'il vous fallait les quitter? Oui. C'est dommage, fit-il en soupirant. Après un moment de silence, il continua.
Il en est toujours ainsi dans la vie. À peine vous êtes-vous installé dans un endroit agréable pour y trouver le repos, qu'une voix vous intime de vous lever et de vous en aller plus loin. L'heure du repos est passée. « Dois-je partir, monsieur ?» demandai-je. « Dois-je quitter Thornfield ?»« Je crois qu'il le faut, Jane. J'en suis désolée, Janet, mais je crois vraiment qu'il le faut. » Cela me porta un coup. Mais je ne me laissai pas abattre. « Bien, monsieur, quand je recevrai l'ordre de m'en aller, je serai prête. L'heure en est venue. Je suis obligée de vous donner cet ordre ce soir même. Vous allez donc vous marier, monsieur ?» Exactement. Précisément. Avec votre pénétration habituelle, vous avez deviné juste. Bientôt, monsieur. Très prochainement, ma Miss Eyre, veux-je dire. Vous vous souvenez bien, Jane, que la première fois que vous avez réellement su, par moi ou par la rumeur publique, que mon intention était de mettre à mon cou de vieux célibataire des liens sacrés, d'entrer dans le saint état de mariage, en un mot, de presser Miss Ingram sur mon cœur, mes bras y suffiront à peine, mais là n'est pas la question, on ne saurait trop avoir d'une créature aussi parfaite que ma belle Blanche. Eh bien, comme je le disais, écoutez-moi donc, Jane. Est-ce pour chercher d'autres papillons que vous détournez la tête ? Ce n'était qu'une coccinelle, mon enfant, qui s'en retournait au logis. Je tiens à vous rappeler que c'est vous la première, qui m'avez dit, avec cette discrétion que je respecte en vous, avec cette prévoyance, cette prudence, cette humilité qui conviennent à votre position dépendante, mais non sans responsabilité, que si j'épousais Miss Ingram, vous n'auriez plus, vous et la petite Adèle, qu'à décamper au plus vite. Je passe sur ce que cette suggestion avait de peu flatteur pour le caractère de ma bien-aimée. Mais quand vous serez loin, Janet, j'essaierai d'oublier. Cela pour n'en retenir que la sagesse. Elle est telle que j'en ai fait ma règle de conduite. Il faut qu'Adèle aille en pension et que vous, Miss Eyre, vous cherchiez une nouvelle situation. Oui, monsieur, je vais faire paraître tout de suite une annonce et en attendant, je suppose que je pourrais rester ici jusqu'à ce que j'ai trouvé un autre abri. Mais je ne poursuivis pas, sentant qu'il ne fallait pas risquer une longue phrase, ma voix n'était plus sous mon contrôle. Dans un mois, j'espère être mariée, continua Mr. Rochester. D'ici là, je vais vous chercher moi-même un emploi, un asile. Je vous remercie, monsieur. Je regrette de vous donner... Oh, ne vous excusez pas. J'estime que lorsqu'une subordonnée s'acquitte de ses devoirs aussi bien que vous l'avez fait, elle est en droit d'attendre de son employeur l'aide qu'il est à même de lui donner. À dire vrai, j'ai déjà entendu parler, par ma future belle-mère, d'une place qui, je le crois, ferait l'affaire. Il s'agirait d'entreprendre l'instruction des 5 filles de Mrs. Dionysius Hogarth, de Bitternut Lodge, Connaught, en Irlande. L'Irlande vous plaira, je pense. Les gens y ont le cœur très chaud, dit-on. C'est bien loin, monsieur. Peu importe, une jeune fille aussi raisonnable que vous ne va pas soulever d'objection au sujet du voyage ou de la distance. Ce n'est pas au sujet du voyage, mais de la distance. Puis la mer est une barrière qui me séparerait de quoi, Jane ? De l'Angleterre, de Thornfield et, eh bien, de vous, monsieur. J'avais dit cela presque involontairement. Malgré moi aussi, mes larmes jaillirent. Réprimant mes sanglots, je pleurais en silence. À la pensée de Mrs. Hogarth et de Bitternut Lodge, je ressentais un froid au cœur qui augmentait encore lorsque j'évoquais l'embrun salé et l'écume, destinés, semblait-il, à surgir entre moi et le maître auprès duquel je marchais à cette heure et atteignais son paroxysme au souvenir de cet autre océan plus vaste. La fortune, la naissance, les usages qui me séparaient de ce que j'aimais spontanément, irrésistiblement. « C'est bien loin, dis-je de nouveau. Oui, c'est vrai. Et quand vous serez à Bitternut Lodge, Connaught, Irlande, je ne vous reverrai plus jamais, Jane. C'est moralement certain. Je ne vais jamais en Irlande, c'est un pays qui ne me dit rien. Nous avons été de bons amis, n'est-ce pas, Jane ? Oui, monsieur. Et lorsque des amis sont à la veille de se séparer, ils aiment à passer l'un près de l'autre le peu de temps qui leur reste.
venez, nous allons parler tranquillement du voyage et de la séparation pendant une demi-heure, tandis que là-haut dans le ciel, les étoiles vont commencer leur course brillante, Voici le marronnier, voici le banc qui entoure ses vieilles racines. Venez, asseyons-nous là en paix ce soir, même si notre destin est de ne plus nous y retrouver jamais ensemble. Il me fit asseoir et prit place à côté de moi. C'est loin d'ici l'Irlande, Janet, et je suis peinée de faire entreprendre un aussi pénible voyage à ma petite amie. Mais si je ne puis mieux faire, comment l'empêcher? Ne croyez-vous pas, Jane, qu'il y a des affinités entre nous? Je n'osais me risquer à répondre, mon cœur débordait. C'est que, dit-il, vous me faites éprouver parfois une curieuse sensation, surtout lorsque vous êtes près de moi, comme en ce moment. Il me semble avoir là, à gauche, quelque part sous les côtes, un lien étroitement, inextricablement noué, un lien identique qui part d'un même point de votre petite personne. Si un tumultueux détroit et peut-être 200 000 de terre viennent s'interposer entre nous, j'ai bien peur que ce lien qui nous unit ne se brise. Et alors mon cœur saignera, j'en ai la douloureuse perception. Mais vous m'oublierez. Cela jamais, monsieur, vous savez, il me fut impossible de continuer. Jane, entendez-vous ce rossignol qui chante sous le bois, qui chante dans le bois? Écoutez. Tout en écoutant, je me mis à sangloter convulsivement. Je ne pouvais réprimer plus longtemps ma souffrance et fus obligée de m'y abandonner. Je tremblais de la tête aux pieds sous l'influence d'une détresse extrême. Lorsque je pus enfin parler, ce ne fut que pour exprimer avec véhémence combien j'eusse souhaité n'avoir jamais été mise au monde ou n'être jamais venue à Thornfield. Avez-vous donc du chagrin de le quitter? L'émotion violente, suscitée en moi par la douleur et l'amour, aspirait à l'emporter, luttait pour régner en maîtresse absolue. Elle affirmait son droit à triompher, à vivre, à être souveraine, enfin, oui, à parler. Je suis désolée de quitter Thornfield. J'aime Thornfield, je l'aime parce que j'y ai vécu une vie intense, délicieuse, momentanément du moins. Je n'y ai pas été foulée aux pieds, je n'y ai pas été pétrifiée. Je n'ai pas été reléguée au rang des esprits inférieurs, ni exclue de toutes les occasions de jouir d'une amitié rayonnante, forte, noble. J'ai parlé en face avec ce que je révère, avec ce qui fait mes délices, avec un esprit original, vigoureux, au vu large. Je vous ai connu, monsieur Rochester, et je suis saisie de terreur et d'angoisse à l'idée que je dois m'arracher à vous à tout jamais. Je vois la nécessité de partir qui se confond pour moi avec la nécessité de mourir. Où envoyez-vous la nécessité demanda-t-il soudain. Où? C'est vous, monsieur, qui me l'avez mise sous les yeux. Sous quelle forme? Sous la forme de Miss Ingram, une femme noble et belle, votre fiancée. Ma fiancée? Quelle fiancée? Je n'ai pas de fiancée. Mais vous allez en avoir une. Oui, j'en aurai une. J'en aurai une, dit-il en serrant les dents. Donc je dois partir, vous l'avez dit vous-même. Non, il faut que vous restiez, je le jure, et le serment sera tenu. Je vous dis que je dois partir, répliquai-je, emporté par une sorte de passion. Croyez-vous que je puisse rester ici et n'être plus rien pour vous? Croyez-vous que je sois un automate, une machine privée de sentiments, que je puisse supporter de voir arracher de mes lèvres la bouchée de pain, vider de ma coupe la goutte d'eau vivifiante? Croyez-vous, parce que je suis pauvre, humble, sans agrément, petite, que je sois sans âme, sans cœur? Vous vous trompez. J'ai une âme comme vous et autant de cœur. Et si Dieu m'avait favorisé de quelque beauté et d'une grande fortune, je vous aurais rendu cette séparation aussi douloureuse qu'elle l'est maintenant pour moi. En vous parlant ainsi, je ne tiens pas compte des usages, des conventions, ni même de mon enveloppe de chair mortelle. C'est mon esprit qui s'adresse à votre esprit, absolument comme si nous nous trouvions tous les deux de l'autre côté de la tombe, devant Dieu, égaux comme nous le sommes. Comme nous le sommes, répéta Mr. Rochester. Comme cela, ajouta-t-il, m'entourant de ses bras, m'attirant sur son cœur, pressant ses lèvres sur mes lèvres. Comme cela, Jane. Oui, monsieur, comme cela, répondis-je. Et pourtant, non. Car vous êtes un homme marié, ou tout comme à une femme qui vous est inférieure, avec laquelle vous n'avez rien de commun, que, selon moi, vous n'aimez pas vraiment, car je vous ai vu et entendu la railler.
Je n'aurais que mépris pour une telle union. Je suis donc meilleure que vous. Laissez-moi partir. Partir pour où, Jane? Pour l'Irlande? Mais oui, pour l'Irlande. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Je puis aller n'importe où à présent. Soyez calme, Jane. Ne vous débattez pas ainsi comme un oiseau sauvage, affolé, qui s'arrache les plumes de désespoir. Je ne suis pas un oiseau. Je ne suis prise en aucun filet. Je suis un être humain, libre, avec une volonté indépendante, qui se manifeste dans ma décision de vous quitter. Un autre effort me libéra et je me trouvai debout devant lui. Cette volonté va décider de votre destinée, dit-il. Je vous offre ma main, mon cœur et tous mes biens en partage. C'est une plaisanterie dont je me contente de rire. Je vous demande de parcourir le chemin de la vie à mes côtés, d'être un autre moi-même et ma meilleure compagne sur terre. Vous avez déjà choisi celle qui doit accomplir cette destinée. Vous devez lui rester fidèle. Vous êtes surexcitée, Jane. Restez calme pendant quelques instants. Je serai calme, moi aussi. Une bouffée de vent, s'engouffrant le long de l'allée de laurier, agita les branches du marronnier, puis alla se perdre au loin, très loin, à une distance incertaine, et s'apaisa. À cette heure, le rossignol, seul, faisait entendre son chant. En l'écoutant, je me remis à pleurer. Mr. Rochester, assis en silence, me regardait d'un air doux et sérieux. Il resta quelque temps encore sans parler et me dit enfin « Venez près de moi, Jane. Tâchons de nous expliquer, de nous comprendre. Je ne reviendrai plus jamais près de vous. Je m'en suis arrachée et ne puis y revenir. Mais Jane, c'est à ma femme que je demande de venir. C'est vous seule que je veux épouser. » Je ne dis rien. Je croyais qu'il se moquait de moi. « Venez, Jane. Venez ici. Votre fiancé est entre nous. » Il se leva et d'une enjambée m'atteignit. « Ma fiancée est ici, dit-il, m'attirant de nouveau à lui. Parce que celle qui est mon égale et me ressemble est ici, Jane. Voulez-vous m'épouser ?» J'étais toujours muette et ne cessais de faire effort pour me dégager de son étreinte, car je continuais à être incrédule. « Doutez-vous de moi, Jane ? Complètement. Vous n'avez pas confiance en moi ? Pas du tout. Suis-je un menteur à vos yeux ? Demanda-t-il avec passion. Petite sceptique, vous allez être convaincue. Quel amour ai-je pour Miss Ingram ? Aucun. Et cela, vous le savez. Quel amour a-t-elle pour moi ? Aucun. J'ai pris la peine d'en avoir la preuve. J'ai fait répandre à ses oreilles le bruit que ma fortune n'était pas le tiers de ce qu'on supposait. Après quoi, je me suis présentée pour voir le résultat. Ce ne fut que froideur de sa part, aussi bien que de celle de sa mère. Je ne pourrais pas épouser Miss Ingram. Vous, petit être étrange, presque irréel, je vous aime comme ma propre chair. Vous, pauvre, obscure, petite, sans beauté comme vous l'êtes, je vous supplie de m'accepter pour mari. Comment ? Moi ? M'exclamai-je, commençant à ajouter foi à sa sincérité, en raison de son ardeur et surtout de son incivilité. Moi qui n'ai d'autre ami au monde que vous, si vous êtes mon ami, et qui ne possède pas un shilling que vous ne m'ayez donné ? Vous, Jane, il faut que vous soyez à moi, entièrement à moi. Voulez-vous être mienne ? Dites oui, bien vite. Monsieur Rochester, laissez-moi regarder votre visage. Tournez-vous vers la clarté de la lune. Pourquoi ? Parce que je veux essayer d'interpréter l'expression de votre physionomie. Tournez-vous. Voilà. Elle vous sera presque aussi difficile à déchiffrer qu'une page froissée griffonnée. Faites, mais hâtez-vous, car je souffre. Son visage très rouge était plein de troubles. Ses traits étaient fortement contractés. Ses yeux brillaient d'un étrange éclat. « Oh, Jane !» s'écria-t-il, « vous me mettez à la torture avec ce regard inquisiteur, loyal et généreux pourtant. Vous me torturez. » « Comment puis-je vous torturer ? Si vous êtes sincère, si ce que vous m'avez offert est réel, je ne puis avoir pour vous que des sentiments de reconnaissance et d'ardent attachement. Ils ne peuvent vous torturer. » « De la reconnaissance !» s'écria-t-il, et il ajouta avec véhémence. « Jane, acceptez-moi tout de suite. Dites Edward, appelez-moi par mon prénom. Dites, je veux bien vous épouser. Parlez-vous sérieusement ? M'aimez-vous vraiment ? Désirez-vous sincèrement que je sois votre femme ?
Oui, et pour vous satisfaire, s'il vous faut un serment, je le jure. Alors, monsieur, je veux bien vous épouser. Dites Edward, ma petite femme. Cher Edward, venez à moi, soyez tout à moi à présent, dit-il. Puis il ajouta de son accent le plus profond, me parlant à l'oreille, sa joue contre la mienne. Faites mon bonheur, je ferai le vôtre. Que Dieu me pardonne, dit-il encore peu après. Que nul ne se mêle de mes affaires, elle est à moi et j'entends la garder. Personne ne pourra s'en mêler, monsieur. Je n'ai pas de famille qui puisse intervenir. Non, et c'est ce qu'il y a de mieux, dit-il. Si je l'avais moins aimé, j'aurais remarqué quelque chose de sauvage dans sa voix, dans son transport. Mais assise près de lui, délivrée du cauchemar de la séparation, conviée au bonheur paradisiaque de notre union, je ne pensais qu'à la félicité qui m'était donnée de pouvoir me désaltérer à une source aussi abondante. À chaque instant, il me demandait « Êtes-vous heureuse, Jane ?» Chaque fois, je lui répondais « Oui ». Je l'entendis ensuite murmurer « Cela rachètera tout, cela rachètera tout. Ne l'ai-je pas trouvée sans amis, sans amour, sans joie? Ne vais-je pas la protéger, la chérir, la consoler? N'y a-t-il pas d'amour dans mon cœur, de constance dans mes résolutions? Ce sera une expiation devant le tribunal de Dieu. Je sais que mon Créateur approuve ce que je fais. Quant au jugement du monde, je m'en lave les mains. Je défie l'opinion des hommes. Mais qu'était-il advenu de la nuit? La lune n'était pas encore couchée et nous étions dans une obscurité complète. Bien que je fusse tout près de mon maître, je distinguais à peine son visage. Qu'arrivait-il au marronnier? Il se tordait en gémissant, tandis que le vent mugissait dans l'allée de lauriers et s'abattait sur nous en rafale. « Il nous faut rentrer, dit Mr. Rochester. Le temps change. J'aurais pu rester assis là, auprès de toi, jusqu'au matin, Jane. » Et moi aussi, pensais-je, auprès de vous. Je l'aurais dit sans doute, mais une étincelle bleuâtre, éblouissante, jaillit d'un nuage que je regardais, et un craquement, un grand fracas, puis un grondement tout proche se firent entendre, si bien que je ne songeais qu'à cacher mes yeux aveuglés contre l'épaule de Mr. Rochester. La pluie tombait avec violence. Il m'entraîna rapidement en haut de l'allée, à travers le parc et jusqu'à la maison, mais nous étions complètement trempés avant d'en avoir franchi le seuil. Il était en train de me débarrasser de mon châle dans le vestibule et de secouer mes cheveux dénoués afin que l'eau s'en écoulât, lorsque Mrs. Fairfax sortit de son appartement. Pas plus que Mr. Rochester, je ne l'avais vu tout d'abord. La lampe était allumée, l'horloge allait sonner minuit. « Dépêchez-vous d'aller enlever vos vêtements et, avant que vous ne me laissiez, je vous dis bonne nuit, ma chérie. » Il m'embrassa à plusieurs reprises. Lorsque je levai les yeux en quittant ses bras, la veuve était là, debout, pâle, grave, l'air stupéfait. Je me contentais de lui sourire et montai l'escalier en courant. Je lui donnerai des explications une autre fois, pensai-je. Cependant, en arrivant dans ma chambre, je fus angoissée à l'idée qu'elle avait pu, fût-ce un seul moment, se méprendre sur la scène dont elle avait été témoin. Mais la joie effaça bientôt tout autre sentiment. Le vent pouvait souffler avec rage, le tonnerre grondait avec force et tout près, les éclairs furieux se succédèrent avec éclat, la pluie tombait en véritable cataracte pendant les 2 heures que dura cet orage. Je n'éprouvais qu'un peu de religieuse terreur, mais aucune crainte. Par 3 fois, Mr. Rochester vint à ma porte au cours de cet ouragan me demander si je n'avais pas peur, si je me sentais en sécurité. C'était là un réconfort, une force permettant de tout affronter. Au matin, avant que je fusse levée, la petite Adèle entra en courant pour me dire que le grand marronnier d'Inde, au fond du verger, avait été frappé par la foudre durant la nuit et fendu en 2. Et c'est la fin du chapitre 23. Ah là là. Ah là là, ah là là. Et oui, et oui. On a peur pour la suite, quand même. Oui, on a peur. Enfin, moi, oui.
Je n'ai rien à... Ah si, tenez, si, il y avait... J'ai presque terminé une promesse. Il y avait un extrait... J'ai beaucoup de mal à terminer. Pas parce que j'ai du mal à le lire, au contraire, mais il semblerait que je sois un peu émue par ce livre et donc quand j'ai un petit rituel en fait en début de semaine et je lis à la terrasse d'un petit café jusqu'à ce que le soleil perce, voilà. Et hier, puisqu'hier nous étions lundi, j'ai commencé à pleurer. Donc j'ai fait une pause. Parce que parfois les gens autour de moi me regardent. Ça me dérange pas, mais j'ai pas non plus envie de partir dans des sanglots trop abondants. Voilà, quand je suis entourée de personnes parce que ça me sort un petit peu de ma lecture en même temps. Voilà. Et donc j'essayais de reprendre mon souffle, de me calmer, de recommencer, et à chaque fois ça revenait. Donc j'ai fait une pause. Ce qui n'empêche que entre-temps j'avais vu 2 extraits. Je ne sais pas où commencer. Je vais commencer ici, même si... Non, alors... Je vais commencer là. « C'est quoi ton livre ?» a demandé Fauvette. Elle s'était approchée d'Étienne. Depuis la foire aux vêtements d'Ambrier, elle et lui marchaient en se donnant la main. Pas dans le bourg, pas dans la rue, mais dans la tête. Ou alors en forêt, le dimanche, quand Lucien et Henri couraient autour d'eux en faisant des bruits de gêne. « C'est Victor Hugo » a répondu Étienne. Il a retiré le livre de son rayon et l'a tendu à la jeune fille. « Les travailleurs de la mer » a dit Fauvette. Elle a ouvert le livre au milieu, au hasard. Elle aime surprendre les phrases sans qu'elles s'y attendent. Les phrases qui paraissent, qui pensent qu'elles ont le temps. Qu'il y a tant et tant de pages avant elles, qu'elles peuvent sommeiller à l'ombre des mots clos. Fauvette a lu à voix haute. Les solitudes d'eau sont lugubres. C'est le tumulte et le silence. Ce qui se fait là ne regarde plus le genre humain. Elle a fait son sourire de Fauvette. Ce n'est pas très gai. C'est beau, a-t-il simplement dit. Et il a replacé son livre sur l'étagère. « Tu le prêtes à la bibliothèque ou tu le donnes ?» a demandé la mère de Fauvette. « C'est un cadeau » a répondu Étienne. « Je pourrais le relire ici. » Très vite, la jeune femme de Saint-Frimbault a eu des malaises. Sa grossesse était délicate. Au bout de 4 mois, le médecin lui a ordonné de rester couché. Et Étienne a rempli les fiches à sa place, recevant les visiteurs, conseillant les mères, expliquant aux enfants. Grâce à la bibliothèque, il ne travaillait plus au champ que 3 jours par semaine. Dès qu'il le pouvait, il traversait le village pour aérer la pièce, pour ranger quelques livres, pour établir avec soin ses fiches de lecture. Tard le soir, la lumière pâle s'accrochait aux fenêtres. Chaque fois qu'il avait en main un nouvel ouvrage, il le recouvrait d'un film transparent et l'ajoutait à la liste des nouveautés qu'il épinglait au mur. Le jeudi après-midi, c'était le jour des plus enfants que lui. Petit Bosco venait avec petit Henri. Il traînait avec eux Léo, Madeleine, qui arrivait de Solesmes, Clara, Angèle. Ils venaient en troupe bruyante et rieuse pour écouter Étienne leur raconter un livre. Ils ne lisaient pas, ou peu. Ils s'asseyaient par terre et Étienne ouvrait pour eux le secret de ces pages. Ils lisaient. Ils lisaient doucement pour capturer leur attention, puis leurs yeux, puis leur silence. Il lisait 10 pages, jamais plus. Plus. Il lisait en mettant le ton.
il chaloupait l'océan, il soufflait le vent, il ricanait le chacal, il croassait le corbeau. Lorsqu'un coup de feu éclatait, il sursautait à la force du bruit. Étienne marchait. Il lisait en parcourant la pièce, il tournait le dos, il revenait, il appuyait certains mots et tremblait certains autres. Il regardait un à un ces enfants de la terre, il les aimait, il en était. Pour eux, ils tournaient chaque page. Comme on ouvre un rideau, et quand il était temps, lorsqu'il était trop soir, ou qu'il allait pleuvoir, ou qu'il fallait rentrer, il murmurait un mot, un dernier, comme une voix qui s'éteint d'avoir été brûlante. C'était ainsi chaque fois. Pour qu'il soit de retour la semaine suivante, au moment d'anxiété, à l'instant de savoir, juste avant la réponse que tous attendaient, il refermait le livre et disait au revoir. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais alors, il y a des moments, c'était vraiment des lames. Ah là là, incroyable. Et j'ai trouvé ce livre formidable, une réédition, Le gardien du feu, Anatole Lebras. Et je crois, je n'ai pas vérifié, mais il me semble en fait, qu'on parle de ce livre dans Armen. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu envie de le prendre et de le lire. Et je vous le lirai puisque cet auteur est mort il y a longtemps. Voilà. Pointe du Raz, 1876. Le phare de Gorlebella est éteint. Dans un dossier retrouvé sur place, le gardien Goulven Dénes a consigné sa vie. Il explique pourquoi il s'est jeté à la mer et surtout pourquoi 2 cadavres se trouvent dans une pièce du phare fermée à clé. Lui, austère et bourru, a épousé la belle Adèle. Tout à sa passion, Goulven n'a pas su se profiler le drame. Comment s'est-il retrouvé dans cet enfer ? Anatole Lebras maintient le lecteur en haleine et livre un texte puissant d'une remarquable justesse psychologique. J'en ai entendu parler de ce livre et j'avais envie de le lire. Je me suis dit, pourquoi pas avec vous ? Voilà. Donc, je vous ai annoncé une lecture. C'est ce que je viens de faire. Je le fais rarement quand même. J'ai un peu chaud. Pardon. Vous êtes bien aise de savoir ça. Mais en tout cas, je crois que je suis un peu moins fatiguée. Ce qui est déjà ça. J'ai peut-être pas l'air moins fatiguée, mais je suis moins fatiguée. Et c'est ce qui compte. Oui. Oh, il y a plein de très très beaux papillons. Il a un jaune doré recto et verso une sorte de jaune citron, mais pas un peu pastel, et il est magnifique. Ils dansent, les papillons. Bien. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez pu m'écouter. Et je veux dire, je parle de la qualité du son. Aucune obligation de m'écouter, évidemment. Voilà. Quoi d'autre ? Rien. Si ce n'est que je vais essayer de reprendre... Je vous en ai parlé au début ou non ? Je ne sais plus. J'ai fait une lecture hier à la mer, ce qui explique un peu l'état de pêche.
le nom pour terminer du côté de chez Swan. Il y a évidemment beaucoup trop de bruit entre les vagues, le vent, les enfants qui pleurent ou qui jouent sur la plage. C'est assez bruyant. Néanmoins, j'ai quand même fait une lecture d'1h30. Je vais peut-être la poster. Mais je vais la recommencer ce soir. Et voilà. Vous êtes très très heureux, je pense. Très heureuse et très heureux de savoir tout ça. Très bien. Je vais appeler des amis à moi. Je crois que je ferais mieux de faire ça. Pour parler un peu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de profiter des moments, de chaque moment. Voilà. Et des gens que vous aimez aussi. Et de vous, profitez de vous. Je vous remercie beaucoup et à très vite. Et je me déplace, tout en grâce.